En mai 1940, pendant la bataille de France, les pilotes allemands de la Luftwaffe furent confrontés à une surprise inattendue. Le nouveau chasseur français Deweytin D520 pouvait non seulement rivaliser avec le redoutable Messerschmitt Bf 109, considéré à l'époque comme le meilleur chasseur du monde, mais le surpasser même à bien des égards. Les rapports de combat allemands révélaient une incrédulité qui se transforma rapidement en respect. Pour la première fois depuis le début de la guerre, ils avaient rencontré un adversaire véritablement digne de ce nom. Durant les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale, la supériorité aérienne allemande semblait incontestable. Le Messerschmitt Bf 109 avait dominé le ciel polonais, anéantissant l'aviation polonaise en quelques jours et établi un standard d'excellence apparemment imbattable. Les pilotes allemands volaient avec une confiance absolue, sachant qu'ils possédaient non seulement le meilleur équipement, mais aussi les tactiques les plus avancées au monde. Mais lorsque les premiers D-520 français prirent leur envol au-dessus de la France, en mai 1940, tout changea. Soudain, les pilotes de la Luftwaffe se retrouvèrent engagés dans des combats aériens bien plus longs qu'à l'accoutumée. Des avions français, qui auraient dû être facilement abattus, parvinrent à surpasser, à dépasser en vitesse et même à surpasser dans certaines situations leur Bf 109. Les Allemands comprirent rapidement qu'ils n'avaient plus affaire à des proies faciles, mais à des prédateurs tout aussi mortels. L'histoire du Deweytin D520 est l'un des récits les plus fascinants de l'aviation de combat de la Seconde Guerre mondiale. Elle montre comment l'ingénierie française, une fois perfectionnée, a permis de créer une machine rivalisant avec les meilleures machines allemandes. C'est l'histoire de l'excellence technique, du courage des pilotes et de ce qui se passe lorsque deux philosophies de conception de chasseurs s'affrontent dans un combat aérien mortel. La naissance d'un rival inattendu, la création du D520. Le Deweytin, D520, est né de la frustration et de l'urgence qui caractérisait le programme de réarmement français à la fin des années 1930. Émile Deweytin, l'un des plus brillants concepteurs d'avions français, avait observé avec une inquiétude croissante le développement des nouveaux chasseurs allemands et s'était rendu compte que la France prenait dangereusement du retard dans la course aux armements aériens. 1936, lorsque les premiers prototypes du Messerschmitt Bf 109 commencèrent à voler en Allemagne, la France comptait encore principalement sur des biplans comme le Nieuport de l'âge Nidé 62 et des monoplans relativement lents comme le Morane-Saulnier MS-406. L'écart de performance était flagrant et Deweytin savait qu'une réponse drastique était nécessaire pour éviter que la France ne soit totalement dominée dans le ciel en cas de guerre. Le projet qui allait devenir le D-520 débuta en 1937 par un exercice théorique. Deweytin et son équipe souhaitaient créer un chasseur qui non seulement égalerait le Bf 109, mais le surpasserait sur des aspects essentiels comme la maniabilité, la vitesse ascensionnelle et les capacités de combat à basse altitude. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se contenter de copier la conception allemande. Ils devaient créer un appareil typiquement français, exploitant les atouts de l'ingénierie et de la philosophie de conception française. Le plus grand défi résidait dans le moteur. La France manquait d'un moteur équivalent au Daimler-Benz DB601 qui équipait les Bf 109 les plus modernes. Deweytin dut travailler avec ce qui était disponible. L'Hispano-Suiza 12 Bianchi, un moteur fiable, mais dépourvu de la puissance brute du moteur allemand. L'équipe de conception dut donc faire preuve d'une grande créativité quant à l'aérodynamique et à la structure de l'avion. La philosophie de conception française mettait l'accent sur l'élégance, l'efficacité et la fiabilité. Alors que les Allemands optaient pour des solutions techniques audacieuses et parfois risquées afin d'optimiser les performances brutes, les Français préféraient des solutions raffinées offrant d'excellentes performances, une sécurité accrue et une facilité d'entretien accrue. Cette différence philosophique allait être cruciale pour déterminer les caractéristiques uniques du DB520. Le premier prototype vola le 2 octobre 1938 et les premiers résultats furent de prometteurs, sans être spectaculaires. L'avion démontrait une bonne maniabilité et une bonne stabilité de vol, mais manquait encore de vitesse pour rivaliser avec les chasseurs allemands les plus modernes. Il fallut près de 2 ans de développement intensif pour transformer ce prototype prometteur en chasseur qui allait finalement surprendre les pilotes allemands dans le ciel français. Si ces histoires d'ingénierie et de combat aérien de la Seconde Guerre mondiale vous fascinent, aimez la vidéo, abonnez-vous à la
Chaîne et cliquez sur le bouton Hachipar pour nous aider à continuer à vous faire découvrir ces incroyables récits d'aviation militaire. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de poursuivre nos recherches et de produire davantage de contenu sur les confrontations aériennes qui ont marqué l'histoire. Le raffinement par le conflit, l'évolution technique du D-520. Le développement du D-1520 s'accéléra considérablement lorsque la guerre éclata en septembre 1939. Soudain, ce qui avait été un programme de développement relativement lent devint une course effrénée contre la montre. Les ingénieurs français savaient qu'il ne leur restait que quelques mois, voire quelques semaines, avant que leurs chasseurs ne soient testés en combat réel contre la machine de guerre allemande. La première amélioration majeure a pris la forme d'amélioration aérodynamique. L'équipe de De Wettin a découvert que de légères modifications de la forme du nez, de la position du radiateur et du profil de l'aile pouvaient entraîner des gains de vitesse significatifs. Chaque modification a été testée en soufflerie, puis validée en vol, un processus méticuleux qui a progressivement transformé le D-1520 d'un chasseur prometteur en une machine véritablement redoutable. Le moteur Hispano-Suiza Douzeback subit également d'importantes améliorations durant cette période. Bien qu'il ne puisse toujours pas égaler la puissance brute du DB601 allemand, les ingénieurs français parvinrent à optimiser sa courbe de puissance pour le rendre plus performant à moyenne et basse altitude, où se dérouleraient la plupart des combats aériens au-dessus de la France. Cette optimisation se révéla prophétique, car de nombreux affrontements D-120, Bf-109 se produisirent précisément dans ces conditions. L'une des innovations les plus importantes résidait dans le système d'armement. Alors que les premiers prototypes ne disposaient que de 4 mitrailleuses de 7,5 mètres, la version de série était équipée d'un canon Hispano-Suiza de 20 mm tirant par l'arbre d'hélice, complété par 4 mitrailleuses Mach 1934 de 7,4 montées dans les ailes. Cette combinaison offrait à la fois une puissance de feu concentrée et un volume de tir important, offrant aux pilotes français de multiples options tactiques au combat. Le cockpit du D-520 a également fait l'objet d'une attention particulière. Les concepteurs français ont compris qu'un pilote à l'aise et bien informé était plus efficace au combat. La disposition des instruments a été soigneusement optimisée pour réduire la charge de travail du pilote, et la visibilité a été maximisée grâce à une verrière élégamment incurvée, offrant une excellente vision dans toutes les directions. Ces détails peuvent paraître anodins, mais en combat aérien, où chaque fraction de seconde compte, ces raffinements sont cruciaux. L'accent mis sur la maintenabilité et la fiabilité était peut-être encore plus important. Les ingénieurs français savaient qu'il était inutile d'avoir un excellent chasseur s'il passait plus de temps dans un hangar qu'en vol. Le D-520 était conçu pour être facilement entretenu par des mécaniciens ayant reçu une formation standard, utilisant des outils et des pièces de rechange courants, pouvant être fabriqués dans les usines françaises existantes. Le choc de la première rencontre, quand les cieux s'accordaient, le premier combat documenté entre un De Wettin D-520 et un Messerschmitt Bf-109 eut lieu le 13 mai 1940, lors de l'offensive allemande. Dans les Ardennes, le lieutenant Pierre Le Glohan, aux commandes d'un D-120 du groupe de chasse 2-3, intercepta une formation de Bf-109E, escortant des bombardiers Heinkel He-111. La suite des événements modifia à jamais la perception allemande des capacités de combat françaises. Le Glohan s'approcha de la formation allemande par en dessous et par derrière, une tactique standard qui avait fait ses preuves contre les chasseurs français plus âgés. Mais lorsque le chef de la formation allemande, l'Oberleutnant Hans Müller, détecta l'approche et entama un virage défensif, il comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un adversaire ordinaire. Le D-520 non seulement imita le virage des Bf-109, mais réussit même à le resserrer, plaçant le Glohan en position de tir avant que Müller ne puisse réagir adéquatement. Le combat aérien qui s'ensuivit dura près de 15 minutes, une éternité en termes de combat aérien à l'époque. Müller, vétéran de la campagne de Pologne et fort de 6 victoires confirmées, découvrit que toutes les tactiques efficaces contre d'autres chasseurs étaient inefficaces contre le D-520. Lorsqu'il tenta d'utiliser la vitesse de piqué supérieure du Bf-109 pour s'échapper, le Français le suivit. Lorsqu'il tenta une montée raide pour profiter du meilleur rapport puissance-poids de son chasseur, le D-520 le suivit.
Le rapport de Müller, rédigé après son retour à la base, le Gloan avait été contraint de se replier faute de carburant, exprimait une incrédulité qui se répandit rapidement parmi les unités de la Luftwaffe. Le nouveau chasseur français est totalement différent de tout ce que nous avons connu auparavant, écrivait-il. Sa maniabilité est excellente, sa vitesse est comparable à la nôtre, et son pilote a fait preuve de tactiques sophistiquées qui rivalisaient avec les nôtres. Cette première rencontre fut rapidement suivie d'autres, confirmant chacune que les Allemands n'étaient plus confrontés à des cibles faciles. Le 20 mai, une formation de 8 des 1520 du GC Île 3 intercepta une force de 12 Bf 109 Ie au-dessus de Laon. Le combat qui s'ensuivit fut si intense que les deux camps perdirent plusieurs avions. Mais pour la première fois depuis le début de la campagne, les Français obtinrent un taux de destruction favorable face au redoutable 109. Les pilotes allemands commencèrent à signaler que le D-120 était particulièrement dangereux en combat tournant et à moyenne altitude. Sa capacité à conserver son énergie lors de manœuvres complexes permettait aux pilotes français expérimentés d'utiliser des tactiques de combat énergétique traditionnellement réservées aux meilleurs chasseurs allemands. Ce fut une révélation choquante pour une armée de l'air habituée à une suprématie technique absolue. Les caractéristiques techniques qui ont fait la différence, l'ingénierie derrière le miracle. Ce qui a permis au Dewoitine D520 de rivaliser avec le Messerschmitt Bf 109 n'était pas une caractéristique révolutionnaire unique, mais une combinaison soigneusement équilibrée de caractéristiques fonctionnant en synergie pour créer une machine de combat exceptionnelle. Une analyse détaillée de ces caractéristiques révèle la sophistication de l'ingénierie aéronautique française à la fin des années 1930. Le cœur du DP520 était son moteur Hispano-Suiza 12-8-49, un chef-d'œuvre de l'ingénierie française. Bien qu'il ne développât que 910 chevaux contre 1100 pour le Daimler-Benz DB 601A du Bf 109E, ce moteur français possédait des caractéristiques de puissance qui le rendaient extrêmement efficace au combat. Sa courbe de couple était plus plate, ce qui lui permettait de conserver une bonne puissance sur une plage de régime plus large, et sa réponse à l'accélérateur était exceptionnellement rapide. Le fuselage du D520 incarnait une philosophie de conception unique. Alors que le Bf 109 privilégiait la vitesse maximale grâce à un fuselage étroit et anguleux, le D520 utilisait des formes plus lisses et plus organiques qui réduisaient la traînée parasite sans sacrifier le volume interne. Il en résultait un avion légèrement plus lent à vitesse maximale, mais plus performant en régime de vol partiel, précisément dans les conditions qui prévalaient en combat aérien réel. Les ailes du D520 étaient peut-être sa caractéristique la plus impressionnante. Dewoitine et son équipe ont développé un profil d'aile offrant d'excellentes caractéristiques de décrochage, permettant à l'avion de conserver le contrôle à des angles d'attaque très élevés. Ceci était crucial en combat en virage, où les pilotes poussaient souvent leur appareil aux limites de ses performances. Alors qu'un Bf 109 pouvait décrocher brutalement s'il était trop sollicité, le D520 conservait le contrôle et la réactivité. Le système de commande de vol constituait une autre différence significative. Les Français optèrent pour des commandes harmonisées, exigeant des efforts similaires sur tous les axes, contrairement aux commandes moins perfectionnées du Bf 109, qui pouvaient devenir lourdes ou trop sensibles selon les régimes de vol. Les pilotes ayant piloté les deux appareils affirmaient souvent que le D-120 volait comme une partie intégrante du pilote, une caractéristique précieuse lors des combats intenses. La structure du D-1120 intégrait également d'importantes innovations. Sa construction semi-monocoque faisait appel à des techniques de métallurgie avancées, ce qui lui a permis d'obtenir un fuselage à la fois léger et robuste. L'avion pouvait encaisser des dommages considérables tout en conservant ses capacités de combat, une caractéristique qui sauva de nombreux pilotes français lors d'affrontements avec de multiples adversaires allemands. L'armement, bien que semblant inférieur à celui du Bf 109 sur le papier, était en réalité plus polyvalent. Le canon de 20 mm monté sur le moteur offrait une précision exceptionnelle, sans problème de convergence, tandis que les 4 mitrailleuses d'ailes fournissaient une puissance de feu suffisante pour endommager les bombardiers. Les pilotes français développèrent des tactiques exploitant cette combinaison, utilisant les mitrailleuses
pour forcer les adversaires à manœuvrer, puis tirant avec précision depuis le canon central. Les tactiques françaises qui ont surpris les Allemands. L'efficacité au combat du D-120 ne peut être attribuée uniquement à ses caractéristiques techniques supérieures. Les tactiques innovantes, développées par les pilotes français, qui ont pleinement exploité les capacités uniques de leur avion pour neutraliser l'avantage traditionnel des pilotes allemands, ont été tout aussi importantes. Les Français comprirent rapidement que tenter de rivaliser avec les Bf-109 en vitesse pure était une erreur. Ils développèrent alors des tactiques exploitant la maniabilité supérieure du D-520 et sa capacité à effectuer des virages soutenus. L'une des plus efficaces était la spirale de Wittin, une manœuvre défensive au cours de laquelle le pilote français entamait une série de virages serrés en montée, forçant l'adversaire allemand à choisir entre poursuivre et perdre de l'énergie ou abandonner l'attaque. La formation de combat standard française était également spécifiquement adaptée aux capacités du D-1520. Alors que les Allemands volaient en binôme largement espacés, rote, les Français développèrent une formation triangulaire dans laquelle 3 D-1120 volaient en appui rapproché. Cette formation leur permettait de concentrer rapidement leur puissance de feu et de se couvrir mutuellement lors de manœuvres d'évitement complexes. Une tactique particulièrement innovante était la chandelle inversée. Attaqué par un Bf-109 par le haut, au lieu de tenter de distancer l'attaquant, le pilote français effectuait une montée abrupte suivie d'un demi-tonneau et d'un piqué, utilisant le taux de roulis supérieur du D-520 pour inverser les positions. Cette manœuvre aboutissait souvent à ce que le Français finisse derrière l'Allemand, renversant ainsi complètement la situation tactique initiale. Les pilotes français développèrent également des tactiques spécialisées pour le combat à basse altitude, où le D-120 possédait des avantages décisifs sur le Bf-109. Le moteur Hispano-Suiza maintenait mieux sa puissance à basse altitude, et la maniabilité supérieure du D-120 était amplifiée par l'effet de sol. Des pilotes comme Pierre Le Glohan devinrent experts dans l'art d'attirer les Bf-109 en combat à basse altitude au-dessus de la campagne française, où ils pouvaient exploiter les obstacles du terrain et l'agilité supérieure de leur appareil pour obtenir un avantage tactique. Plus important encore, les Français ont développé des tactiques de gestion de l'énergie rivalisant avec les meilleures pratiques allemandes. Ils ont appris à utiliser les caractéristiques uniques du D-520 pour maintenir un niveau d'énergie élevé pendant les combats prolongés, permettant ainsi de conserver l'initiative tactique même en infériorité numérique. Ce fut une révélation pour les pilotes allemands, habitués à dominer leurs adversaires grâce à des tactiques énergétiques supérieures. Histoire de pilotes, les Allemands, dans leurs propres mots. Les témoignages de pilotes allemands ayant combattu le D-1520 offrent un aperçu unique de l'impact psychologique de cet avion sur le moral et la confiance de la Luftwaffe. Ces documents, dont beaucoup n'ont été découverts que des décennies après la guerre, révèlent la réelle surprise des Allemands face à la qualité du nouveau chasseur français. Le capitaine Werner Mölders, qui deviendra plus tard l'un des as allemands les plus célèbres, écrivit dans son journal après sa première rencontre avec un D-520 le 25 mai 1940 « Aujourd'hui, j'ai rencontré quelque chose de complètement différent dans le ciel français. Cet avion français a non seulement résisté à mes tentatives d'abattre l'avion, mais a même pris l'avantage sur moi à plusieurs reprises au cours du combat. Son aptitude au virage est impressionnante et son pilote a fait preuve d'une perspicacité tactique incomparable à tout ce que j'ai pu observer parmi nos propres pilotes. » L'Oberleutnant Adolphe Galland, autre futur as allemand, fut encore plus direct dans ses observations. Le D-520 représente une rupture radicale avec les avions français que nous avons affrontés jusqu'à présent. Bien piloté, c'est un adversaire redoutable qui exige notre plus grand respect et notre plus grande prudence. Tout pilote allemand qui aborde cet avion avec une confiance excessive ne reviendra probablement pas témoigner. Un rapport particulièrement révélateur provient de l'Oberst Theo Osterkamp, commandant d'une unité de Bf-109 opérant au-dessus de la vallée de la Loire. Nos pilotes signalent que le nouveau chasseur français cause des pertes importantes dans nos formations. Plus important encore, il oblige nos pilotes à voler de manière beaucoup plus défensive, ce qui réduit notre efficacité tactique contre d'autres cibles. Je recommande que toutes les unités soient informées des capacités spécifiques de cet avion et des tactiques appropriées pour le contrer.
Le témoignage le plus marquant est peut-être celui du major Hannes Trautloft, vétéran de la guerre civile espagnole. En Espagne, nous étions habitués à la suprématie absolue de nos Bf-109 sur tout ce que la République pouvait déployer. Le D-520 français a brisé cette invincibilité psychologique. Pour la première fois depuis que j'ai commencé à piloter au combat, je dois admettre que l'adversaire dispose d'un avion capable non seulement d'égaler nos performances, mais même de les surpasser à certains égards. Ces rapports témoignent non seulement de la qualité du D-520, mais révèlent également comment un seul appareil supérieur peut influencer le moral et la confiance de toute une force aérienne. Les Allemands s'étaient habitués à une suprématie technique absolue, et découvrir que leurs adversaires pouvaient déployer un équipement tout aussi performant fut un choc psychologique considérable. Les rapports des services de renseignement allemands de l'époque confirment également cette réévaluation. Un document de juin 1940 de l'Oberkommando der Luftwaffe stipule « Le D-Whiting D.120 doit être considéré comme ayant des capacités équivalentes à celles de notre Bf-109E dans la plupart des régimes de vol. Les pilotes opérant au-dessus de la France doivent faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils engagent cet appareil, en particulier à des altitudes inférieures à 4000 mètres, où il apparaît supérieur à nos propres appareils. » L'impact dans le ciel français changeait le cours du combat. L'introduction du D-520 dans le ciel français eut des conséquences tactiques et stratégiques qui dépassèrent largement les engagements individuels des chasseurs. Pour la première fois depuis le début de la bataille de France, la Luftwaffe se retrouva face à un adversaire capable de rivaliser à armes égales pour la supériorité aérienne locale, ce qui imposa des changements significatifs dans les tactiques et le déploiement allemand. L'impact le plus immédiat concernait la protection des bombardiers allemands. Avant l'arrivée du D-520, les formations de Heinkel-Höhe 111 et de Dornier d'Eau 17 pouvaient opérer avec une escorte minimale, confiantes que les chasseurs français existants ne pouvaient pas menacer significativement leur mission. L'arrivée du D-520 a radicalement changé la donne. Les bombardiers allemands nécessitaient désormais une escorte importante, souvent plus nombreuses qu'eux-mêmes, réduisant ainsi considérablement l'efficacité de leurs opérations de bombardement. Les tactiques de ratissage des chasseurs ont également dû être modifiées. Auparavant, les Allemands pouvaient envoyer de petites formations de Bf-109 pour dégager les zones occupées par les chasseurs français, confiants dans leur suprématie individuelle. Avec les D-520 dans le ciel, ces opérations sont devenues beaucoup plus risquées. Les Allemands ont été contraints d'opérer en formation plus importante et avec beaucoup plus de prudence, ce qui a réduit leur capacité à créer la surprise tactique. Plus important encore, la présence du D-520 commença à impacter la planification opérationnelle allemande. Les rapports de renseignement montrèrent que seuls quelques escadrons français étaient équipés de ce nouvel appareil, mais l'impact psychologique était disproportionné par rapport aux effectifs. Les commandants allemands durent planifier leurs opérations en supposant qu'ils pourraient rencontrer des D-520, ce qui impliquait de se préparer à des combats beaucoup plus intenses et à des pertes potentiellement plus importantes. Les performances du D-520 commencèrent également à interroger les dirigeants allemands quant à la pérennité de leur supériorité aérienne si les Français parvenaient à produire l'avion en série. Des rapports des services de renseignement allemands suggéraient que les installations de production françaises se développaient rapidement et l'on craignait qu'en quelques mois, un nombre important de D-520 ne soit en service au-dessus de la France. Cette inquiétude n'était pas infondée. En quelques semaines de combat, les rares D-520 disponibles avaient atteint un taux de destruction impressionnant face au Bf-109. Si ces performances pouvaient être maintenues et amplifiées, elles pourraient fondamentalement modifier l'équilibre des forces dans le ciel européen. Les stratèges allemands commencèrent à envisager sérieusement la possibilité de perdre la supériorité aérienne sur la France, ce qui compromettrait l'ensemble de la campagne. La réponse allemande fut rapide et décisive. La priorité fut donnée à la localisation et à la destruction des installations de production françaises, notamment celles fabriquant des D-520. Les bombardements furent dirigés spécifiquement contre les usines d'Ewatin et les aérodromes, où étaient basés les D-520. C'était une reconnaissance claire que les Allemands considérèrent cet avion comme une menace existentielle pour leurs plans opérationnels. Performance comparative, D-520 vs Bf,
D-109E en chiffres. Une analyse détaillée des spécifications techniques et des données de performance du D-Whiting, D-Ping 120 et du Messerschmitt Bf-109E révèle exactement pourquoi ces deux chasseurs étaient ainsi égaux au combat, malgré leur philosophie de Pinsidum, conception fondamentalement différente. En termes de vitesse maximale, le Bf-109E présentait un léger avantage, capable d'atteindre environ 570 km/h à 4000 mètres, tandis que le D-520 pouvait atteindre 535 km/h à la même altitude. Cependant, cet avantage était partiellement compensé par le fait que le D-Ping 120 maintenait sa vitesse maximale sur une plage d'altitude plus large, tandis que les performances du Bf-109E se dégradaient plus rapidement à des altitudes inférieures ou supérieures à son optimum. La différence la plus significative résidait dans la vitesse de montée. Le Bf-109E pouvait initialement grimper à environ 17 mètres par seconde, contre 12 mètres par seconde pour le D-520. Cet avantage offrait aux pilotes allemands une option tactique importante pour s'éloigner des engagements défavorables. Cependant, les performances supérieures du D-520 en montée soutenue signifiaient que lors des combats en montée de plus de quelques minutes, l'avantage basculait fréquemment en faveur des Français. Les performances en virage du D-Ping 120 étaient véritablement excellentes. Son rayon de virage et ses vitesses de combat typiques étaient environ 15% inférieurs à ceux du Bf-109E, et son taux de virage était proportionnellement plus élevé. Plus important encore, le D-520 pouvait maintenir ses performances en virage sur une plage d'énergie beaucoup plus large, tandis que les capacités de virage du Bf-109E se dégradaient rapidement, à mesure que la vitesse augmentait ou diminuait. Par rapport aux valeurs optimales, le taux de roulis était un autre point sur lequel les deux appareils différaient significativement. Le Bf-109E offrait des performances supérieures en roulis à haute vitesse, un avantage crucial pour s'échapper de positions défavorables par des changements de direction rapides. Cependant, le D-520 conservait une réponse en roulis constante sur toute son enveloppe de vol, ce qui le rendait plus prévisible et plus facile à piloter de manière agressive en situation de combat. L'autonomie et l'endurance étaient largement en faveur du D-520. Grâce à son carburant interne, l'avion français pouvait rester en vol environ 2 heures à vitesse de croisière contre seulement 1 heure et demie pour le Bf-109E. Cette différence était tactiquement significative car elle permettait aux pilotes français de rester plus longtemps au-dessus des zones de combat et leur offrait une plus grande flexibilité dans le choix du moment et du lieu d'engagement des formations allemandes. La comparaison de l'armement révèle des compromis intéressants. Le Bf-109E était généralement équipé de 2 canons de 20 mm et de 2 mitrailleuses de 7,92 m, fournissant environ 320 coups par minute de 20 mm. Le D-520 n'avait qu'un canon de 20 mm et 4 mitrailleuses de 7,5 m, produisant environ 180 coups par minute de tir, mais un nombre de mitrailleuses nettement supérieur. En pratique, de nombreux pilotes préféraient l'armement du D-1520, car le canon central était beaucoup plus précis, tandis que les canons montés sur les ailes du Bf-109E souffraient de problèmes de convergence. L'héritage tronqué, ce qui aurait pu être l'histoire du D-Whiting D-520, est à la fois celle d'un triomphe technique et d'une tragédie historique. Lorsqu'il atteignit enfin son plein potentiel au combat, il n'y en avait tout simplement pas assez, et le temps manquait pour modifier le cours de la bataille de France. Cependant, ses performances durant ces semaines cruciales laissèrent un héritage qui perdura bien au-delà de l'effondrement français. La rapide victoire allemande en France en juin 1940 permit à seulement 36 D-1520 de prendre réellement part au combat durant la campagne, sur les quelques 400 produits à cette époque. Ces quelques appareils, dispersés entre différents escadrons et souvent dépourvus de soutien adéquat, parvinrent néanmoins à atteindre un taux de destruction comparable, voire supérieur, à celui de tous les autres avions français de l'époque. Mais une véritable tragédie ne s'est produite qu'avec le nombre de D-1520 utilisés, mais avec des milliers d'avions qui auraient pu être produits si la production avait commencé quelques mois plus tôt. La capacité industrielle française était suffisante pour produire en masse un avion, et les programmes de formation des pilotes se développaient rapidement. Les estimations des services de renseignement suggèrent
que si la guerre avait été retardée de 6 mois, la France aurait pu déployer plusieurs centaines de D-1520, modifiant potentiellement l'équilibre de la guerre aérienne en Europe occidentale. L'excellence technique du D-1520 fut reconnue même par ses adversaires. Après la capitulation française, les équipes techniques allemandes testèrent intensivement les D-1520 capturés et intégrèrent plusieurs de leurs innovations dans les conceptions allemandes ultérieures. La conception des ailes du D-1520 influença les versions ultérieures du Bf-109 et l'agencement de son cockpit fut étudié avec soin par les ingénieurs ergonomes allemands. Plus important encore, le D-1520 a servi de modèle au développement de l'aviation française d'après-guerre. Ses principes de conception et ses techniques de fabrication ont constitué la base du redressement de l'industrie aérospatiale française après la guerre. De nombreux ingénieurs, ayant travaillé sur le D-1520, ont continué à développer une nouvelle génération d'avions militaires français, notamment des jets, qui allaient permettre à la France de retrouver sa place parmi les principales nations aéronautiques. L'aviation a également eu un impact psychologique important qui s'est étendu au-delà de la France. D'autres nations, intimidées par l'apparente suprématie aérienne allemande, ont commencé à reconsidérer leur propre programme de développement d'avions. Les rapports sur les performances du D-1520 par rapport au Bf-109 ont démontré que la technologie aéronautique allemande n'était pas invincible, insufflant un regain de confiance aux pays encore libres de développer leur propre réponse à l'agression allemande. Écho dans l'histoire de l'aviation, l'influence durable du design français. L'impact du D-Whiting D-520 sur l'histoire de l'aviation s'est étendu bien au-delà de son bref passage au combat lors de la bataille de France. Ses caractéristiques de conception innovantes et ses performances au combat ont créé des précédents qui ont influencé le développement des chasseurs pour les années à venir, tant en France qu'à l'étranger. L'une de ses contributions les plus significatives concernait l'ergonomie et la conception de l'interface pilote. L'aménagement du cockpit du D-520, mettant l'accent sur le confort du pilote et l'efficacité des instruments, est devenu un modèle étudié et imité par les concepteurs d'avions du monde entier. La philosophie selon laquelle un pilote confortable est un pilote plus efficace s'est largement répandue, en partie grâce au succès démontré par le D-520 au combat. L'armement des avions s'est également avéré déterminant. La combinaison d'un canon central et de mitrailleuses d'ailes est devenue la configuration standard de nombreux chasseurs d'après-guerre. Cette configuration offrait un équilibre optimal entre précision, puissance de feu et capacité en munitions, avantage que le D-1520 a clairement démontré lors de ses combats contre les avions allemands. Structurellement, le D-1520 a introduit plusieurs techniques de fabrication qui sont devenues des normes industrielles. Ces méthodes de construction semi-monocoque, notamment la fixation aile-fuselage, ont été étudiées en profondeur par les ingénieurs alliés pendant la guerre et intégrées aux conceptions ultérieures. Ces techniques ont contribué au développement de structures d'avions plus robustes et plus légères, devenues essentielles face à l'augmentation des contraintes opérationnelles liées à la propulsion par réaction. L'installation du moteur du D-520 a également révolutionné la conception du système de refroidissement. La disposition du radiateur et la gestion du flux de liquide de refroidissement étaient nettement plus efficaces que les modèles contemporains, permettant des installations plus petites et plus propres, réduisant la traînée tout en maintenant un refroidissement adéquat. Ces innovations se sont avérées particulièrement précieuses à mesure que la puissance des moteurs augmentait pendant la guerre. Plus important encore, le D-520 a démontré qu'une excellente conception de chasseur n'était pas l'apanage d'une seule nation. Son succès a démontré qu'une ingénierie innovante, une attention particulière portée aux détails et des tests rigoureux pouvaient produire des avions militaires de classe mondiale, quelles que soient les circonstances politiques ou économiques. Cette leçon a inspiré les ingénieurs aéronautiques de nombreux pays à se lancer dans des projets ambitieux qui, autrement, auraient pu être considérés comme dépassant leurs capacités. L'avion de chasse a également établi d'importants précédents en matière de coopération internationale pour le développement de l'aviation. Plusieurs caractéristiques du D-520 ont été adoptées par les concepteurs britanniques et américains qui avaient accès aux données techniques après l'effondrement français. Ce brassage d'idées a contribué à accélérer le développement global de l'avion de chasse durant les années cruciales du milieu de l'ère moderne.